En 1983, la ville de New York a pris une décision vraiment radicale. Sous la pression de créer un système de promotion parfaitement équitable pour sa police, la municipalité a englouti un demi-million de dollars. Ouais, une somme astronomique pour l'époque. Ah bah totalement. Et l'objectif, c'était de développer le test d'intelligence parfait, un examen de sergent soi-disant totalement immunisé contre tout biais culturel. Le fameux test miracle. C'est ça. Donc, tu as 11 000 policiers qui se sont assis dans des salles d'examen pour passer cette merveille d'ingénierie psychométrique. Et le résultat, un désastre absolu, hein. Franchement, ça a frôlé l'émeute institutionnelle, hein. Tu étonnes. Les chiffres étaient assez catastrophiques, non? C'est le mot. Le taux de réussite frôlait les 11% pour les candidats blancs, mais s'effondrait à genre 1,6% pour les candidats noirs. Ouch. 1,6%. Ouais, une catastrophe. Face à la menace de poursuites judiciaires massives et au chaos généralisé, la ville a dû tout simplement jeter cet investissement d'un demi-million de dollars à la poubelle et instaurer un système de quotas à la place. Et ça pose vraiment la question, comment un simple test sur papier peut-il provoquer un tel séisme? Mais c'est toute la magie sombre de la mesure mentale. En fait, quand on évalue les compétences d'une personne, on ne touche pas seulement à ses connaissances brutes, on touche à son statut, à son avenir économique et par extension aux lignes de faille de la société entière. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans notre analyse approfondie de l'ouvrage The IQ Controversy, The Media and Public Policy de Mark Snyderman et Stanley Rothman. Un livre vraiment essentiel sur le sujet. Absolument. Et notre mission au cours de cette exploration détaillée, c'est de comprendre une métamorphose assez fascinante. Comment un outil, le test de QI, inventé au départ avec la très noble intention d'identifier les enfants qui avaient besoin d'aide à l'école, comment ce truc est-il devenu l'arme politique et sociale la plus toxique de notre époque? Bon, décortiquons tout ça. Je suis prêt. J'exprime vraiment mon enthousiasme naturel ici, parce que j'ai super hâte d'explorer cette histoire. Ces fameux tests, ils ont probablement évalué la quasi-totalité des personnes qui composent notre auditoire aujourd'hui, que ce soit à l'école ou lors d'un recrutement. Je suis certaine qu'on est tous passés par là. Ouais, c'est clair. Mais pour bien saisir la nature de cette controverse, il faut d'abord opérer une séparation stricte entre la mécanique scientifique et l'éruption émotionnelle du public. C'est-à-dire? Le débat ne se limite plus depuis très longtemps à savoir ce que mesurent techniquement ces questions de logique ou de vocabulaire. L'enjeu véritable, c'est de comprendre pourquoi nos institutions modernes s'y fient avec une telle ferveur pour distribuer le pouvoir, les ressources et les opportunités. D'accord, je vois. J'ai toujours eu l'impression, personnellement, que la guerre autour du QI était un phénomène assez récent, très lié au débat contemporain sur l'équité. C'est ce qu'on pourrait croire, ouais. Mais en lisant nos sources, on réalise que l'explosion majeure, l'événement qui a véritablement mis le feu aux poudres académiques, ça date de la fin des années 60. Février 69 pour être exact, avec un certain Arthur Jensen. Ah oui, l'affaire Jensen. Arthur Jensen, c'était un professeur en éducation à l'Université de Californie à Berkeley. À l'époque, il publie un article extrêmement dense, genre plus de 100 pages, dans la très prestigieuse Harvard Educational Review. 100 pages. C'est un livre, pas un article à ce stade. C'est ça. Et cet article s'attaque directement à un dogme de l'époque. Dans les années 60, le gouvernement américain investit massivement dans ce qu'on appelle l'éducation compensatoire. Attends, je vais être sûre de bien comprendre. Quand Jensen attaque ses programmes d'éducation compensatoire, on parle de quoi concrètement? S'agit-il simplement de soutien scolaire après les cours? Non, non, c'est bien plus vaste que ça. On parle de programmes fédéraux énormes comme Head Start, qui sont nés de la fameuse guerre contre la pauvreté de l'administration Johnson. Ah d'accord, les grands programmes sociaux. Exactement. L'idée fondatrice, qui était très noble d'ailleurs, c'était que si l'on injectait suffisamment de ressources éducatives, de nutrition et de soins précoces dans les communautés défavorisées, on pourrait combler le retard de développement cognitif des enfants issus de milieux pauvres. Ce qui semble logique. Totalement, on postulait que l'environnement était le seul responsable des écarts de réussite. Et Jensen arrive et affirme que ces millions de dollars sont en gros jetés par les fenêtres. Et en fait, il affirme que ces programmes échouent à produire des résultats durables sur le QI parce qu'ils reposent sur une prémisse fausse, selon lui. Et c'était quoi sa thèse? Sa thèse centrale, c'est que l'intelligence telle que mesurée par le QI est en très grande partie héréditaire. Donc, selon lui,
Modifier l'environnement ne peut avoir qu'un impact marginal si la génétique fixe les limites du potentiel dès le départ. Ah ouais. Mais le pire, c'est que ce n'est même pas la partie qui a provoqué des émeutes, n'est-ce pas? La véritable bombe se trouve un peu plus loin dans son texte. En effet. Jensen franchit une ligne extrêmement sensible en abordant un écart statistique précis, un écart de 15 points de QI observé en moyenne à cette époque-là entre les populations noires et blanches aux États-Unis. Et là, il va très loin. Très loin. Il suggère publiquement que cette différence moyenne ne s'explique pas uniquement par des facteurs sociaux, historiques ou environnementaux. Il écrit qu'elle pourrait être due, en partie, à des facteurs génétiques. Bon, il est impératif de faire une pause ici pour situer notre démarche vis-à-vis de l'auditoire. C'est crucial. Oui, tout à fait. Snyderman et Rothman décortiquent cette période comme une sorte de capsule temporelle et nous, on fait exactement la même chose. Notre rôle ici n'est absolument pas de prendre parti dans ces débats biologiquement et politiquement chargés. Exactement. On est des observateurs. Voilà. Nous ne validons ni ne cautionnons les théories d'Arthur Jensen, tout comme nous ne nous positionnons pas du côté de ses détracteurs. Nous rapportons ces événements de manière totalement impartiale, simplement pour expliquer le contexte historique et comprendre comment cette publication a complètement fracturé l'opinion publique. Et la fracture a été instantanée. L'article n'a pas seulement suscité des débats polis dans les salles de conférence. Le chaos s'est emparé des campus. J'imagine l'ambiance. À Berkeley, où Jensen enseignait, les manifestations ont été d'une violence inouïe. Des étudiants distribuaient des tracts le qualifiant ouvertement de nazi. La tension est montée à un point tel que l'université a dû lui assigner des gardes du corps en civil juste pour l'accompagner de son bureau à ses salles de classe. C'est fou. Des gardes du corps pour un prof d'éducation. Ouais, et la panique a même gagné la Harvard Educational Review. La revue, qui avait pourtant commandé et édité le texte, a cédé à la pression extérieure et a pendant un temps refusé de fournir à Jensen des tirages à part de son propre article. Mais tu vois, publier une telle théorie à la fin des années 60, en plein mouvement pour les droits civiques, ce n'est pas simplement lancer un débat académique. C'est comme s'il avait jeté une allumette dans une poudrière sociétale sans vérifier s'il y avait des explosifs. C'est une excellente métaphore. C'était perçu comme une arme politique. Et les médias ne s'en sont pas trompés du tout. Le New York Times Magazine a consacré un immense dossier à l'affaire, inventant même le terme de jansénisme. Le jensenisme, oui. Et le livre mentionne un truc dingue. Le magazine a reçu plus de lettres de lecteurs pour cet article spécifique que pour leur couverture de l'assassinat du président Kennedy. Franchement, c'est effarant. Ça montre bien que le test de QI avait cessé d'être un outil clinique pour devenir le miroir des angoisses d'une nation entière. C'est clair. Si l'intelligence est perçue comme innée et fixe, alors le rêve américain de la mobilité sociale par l'effort, il s'effondre pour une grande partie de la population. Ce qui explique pourquoi le champ de bataille s'est très vite déplacé. La colère, elle n'est pas restée confinée aux pages du New York Times ou au campus universitaire. Non, elle a frappé les tribunaux. Voilà. Elle a frappé les institutions mêmes qui utilisaient ces tests pour allouer des ressources. Prenons le système scolaire. Dès 67, tu as l'affaire Hobson vs. Hansen à Washington, D.C., qui attaque ce qu'on appelle le tracking. Ah, le tracking. C'est une pratique éducative où l'on utilise des tests d'aptitude précoce pour orienter les élèves vers des filières différentes. Ouais, la répartition par niveau. C'est ça. Les meilleurs scores vont dans des classes d'enrichissement qui préparent à l'université et les autres sont envoyés vers des filières professionnelles ou de rattrapage. Mais comment ça fonctionnait concrètement pour qu'un tribunal s'en mêle? Je veux dire, un enfant ne pouvait-il pas simplement prouver sa valeur l'année suivante et changer de groupe? En théorie, oui, mais dans les faits, le mécanisme était super pervers. C'était presque une sentence à vie. Vraiment? Ouais. Imagine, un enfant évalué à 7 ans et placé dans une filière inférieure recevait un enseignement beaucoup moins stimulant. L'année suivante, l'écart de connaissances avec les élèves de la filière supérieure s'était creusé, ce qui rendait tout transfert quasiment impossible. C'est un cercle vicieux. Exactement. Et le juge dans l'affaire Hobson a statué que ce système figeait les inégalités raciales et sociales sous couvert d'objectivité scientifique parce que, concrètement, les enfants noirs étaient massivement relégués dans les groupes inférieurs. Et le coup de grâce judiciaire arrive un peu plus tard en Californie avec la fameuse affaire Larry P. v. Wilson Riles en 71. Une affaire majeure. Ah oui, l'enjeu est encore plus dramatique que le simple tracking. On parle de parents d'enfants noirs qui portent plainte parce que leurs enfants sont envoyés de manière disproportionnée dans des classes pour, et je cite les termes médicaux affreux de l'époque, handicapés, mentaux, éducables.
Les classes EMR, oui, c'est terrible. Et là, le juge Robert Peckham a exigé que l'État de Californie prouve la validité de ces tests de QI pour justifier un tel placement. Et ils ont pu le prouver? Absolument pas. L'État n'a pas pu démontrer que ces tests, qui étaient standardisés sur des populations majoritairement blanches et de classe moyenne, mesuraient avec précision l'intelligence innée des enfants noirs issus de milieux culturels très différents. Donc le test lui-même était biaisé. Voilà. Le juge a donc tout simplement banni l'utilisation des tests de QI pour placer les enfants noirs dans ces classes spécialisées. En gros, la justice est intervenue pour dire votre outil de mesure est défectueux, arrêtez de l'utiliser pour détruire des avenirs. Et cette révolution, elle a frappé le monde de l'entreprise avec exactement la même force. Oui, on passe de l'école à l'emploi. C'est ça. L'arrêt de la Cour suprême Griggs Vicious du Power Co., toujours en 71, a complètement transformé la façon de faire des ressources humaines dans le pays. La compagnie Duke Power exigeait soudainement des diplômes d'études secondaires ou des scores élevés à des tests d'intelligence générale pour de simples postes de manutentionnaires, Pour pelleter du charbon, quoi. littéralement. Et la Cour suprême a statué que si un test d'embauche élimine de manière disproportionnée un groupe minoritaire, attention, la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire Que devaient faire concrètement les employeurs à partir de ce jour-là? Avant Griggs, un candidat recalé devait prouver que l'employeur avait une intention raciste, ce qui est super dur à prouver. Après Griggs, c'est l'employeur qui devait prouver mathématiquement que chaque question de son test d'intelligence était une nécessité absolue pour accomplir les tâches spécifiques du poste en question. Et comment tu prouves qu'un test de logique abstraite est vital pour faire de la manutention IRLA? C'est impossible. Totalement impossible. Ce qui a conduit à un véritable massacre des tests d'emploi à grande échelle. L'examen fédéral PACE, par exemple, qui servait à recruter pour des centaines de carrières gouvernementales, il a été éliminé en 81 face aux menaces légales. Ce qui nous ramène directement au désastre de l'examen de la police de New York en 83, que j'évoquais au tout début. La ville a essayé de contourner la jurisprudence Griggs en créant un test soi-disant parfait, et elle a échoué lamentablement. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'impasse idéologique dans laquelle se trouve la société. Il y a, d'un côté, une croyance presque religieuse en la méritocratie. Le fameux rêve américain. Ouais. Ce besoin d'évaluer les gens objectivement sur leurs compétences plutôt que sur leurs relations. Mais de l'autre côté, il y a la conviction inébranlable que tous les groupes humains ont un potentiel égal. C'est un sacré tiraillement. Et lorsque l'outil qui est censé garantir la méritocratie produit des résultats qui contredisent l'égalité, la société choisit de briser l'outil. C'est hyper profond, ça. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est de comprendre l'origine de cet outil. Parce que tu sais, j'ai toujours cru que l'évaluation de l'intelligence avait commencé dans les écoles, pour aider les profs. Mais Snyderman et Rothman nous ramènent carrément à la fin du 19e siècle. Ouais, on remonte le temps. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'éducation. Tout commence avec un certain Francis Galton, qui n'est autre que le demi-cousin de Charles Darwin. Galton, oui. Un personnage assez sombre finalement, puisqu'il était obnubilé par l'eugénisme. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme. Vraiment, c'est lui. Ouais. Il voulait identifier scientifiquement les individus les plus talentueux pour encourager leur reproduction et, selon lui, améliorer la race humaine. Donc, en 1884, à Londres, il ouvre un laboratoire anthropométrique. Et le public payait pour se faire mesurer, c'est ça? Exactement. Les gens payaient pour passer ces tests. Mais comment il mesurait l'intelligence au juste? En regardant nos sources, je vois qu'il testait des trucs comme la force de préhension, ou la capacité à entendre des sons aigus, ou le temps de réaction. Je veux dire, comment le fait de presser une barre de fer avec force peut-il indiquer si quelqu'un a l'esprit vif? À l'époque, la théorie de Galton reposait sur une logique purement physiologique. Il pensait que l'intelligence, c'était simplement l'efficacité du système nerveux. Ah, d'accord. Un câblage biologique. Voilà. En gros, plus tes sens étaient aiguisés, plus tes réflexes étaient rapides, plus ton cerveau recevait d'informations de qualité et donc tu étais forcément plus intelligent. C'est tellement réducteur. Et c'est le psychologue américain James McKin-Cattell qui importe cette méthode aux États-Unis et qui invente d'ailleurs l'expression test mentaux en 1890. C'est lui, oui. Mais cette illusion physiologique, elle s'écrase contre un mur en 1901. Il y a Clark Whistler, un étudiant de Cattell, qui a la brillante idée de croiser les résultats de ces fameux tests de réflexe avec les notes universitaires réelles des étudiants de Columbia. Et là, surprise. Surprise totale. La corrélation était de 0. Le temps de réaction ne prédisait absolument pas la capacité à résoudre une équation ou à écrire une bonne dissertation.
Si j'essaie de visualiser ça, c'est comme juger de la puissance d'un ordinateur en mesurant uniquement la vitesse de rotation de son ventilateur, tu vois, Mhm. ou le bruit du clavier sans jamais regarder les logiciels qu'il est capable de faire tourner. Me coopèrent les Français Alfred Binet et Théodore Simon en 1905. Ah, la vraie percée vient de France. Tout à fait. Le ministère de l'Éducation français leur demande de créer un outil pour diagnostiquer les enfants qui ont besoin d'être placés dans des classes d'enseignement spécialisées. Et eux, ils abandonnent complètement les histoires de réflexes physiques pour s'attaquer aux fonctions mentales complexes. Le jugement, la compréhension. Exactement. Le jugement, la mémoire, l'imagination. Le livre détaille un peu la façon dont le test Binet-Simon était administré. Et franchement, c'est fascinant d'ingéniosité. Ça ressemble presque à un jeu pour l'enfant. L'examinateur demande par exemple à un jeune enfant de suivre une allumette enflammée des yeux, ce qui est le niveau très simple. Ouais. Ou il lui donne un morceau de chocolat emballé dans du papier pour voir s'il comprend comment le déballer tout seul. Puis pour les enfants plus âgés, la difficulté augmente. On leur demande de répéter 3 chiffres dans l'ordre. Ce qui teste la mémoire de travail. C'est ça. Ensuite, on arrive à des concepts vraiment abstraits, genre trouver la ressemblance entre un coquelicot et du sang. Ou ma question préférée, faire la différence entre le verbe aimer et le verbe respecter. C'est très subtil. Et l'éclair de génie de Binet, il réside dans la structure même de cette évaluation. Comment ça? Il a classé les questions par âge, il observe des centaines d'enfants de différents âges, et il note à quel âge la majorité d'entre eux réussit une tâche spécifique. D'accord, donc il crée une norme. Exactement. Si la plupart des enfants de 5 ans savent accomplir une tâche, cela devient une épreuve du niveau 5 ans. Et si un enfant de 7 ans ne parvient à réussir que les épreuves des enfants de 5 ans, Binet déclare que cet enfant possède un âge mental de 5 ans. D'où le concept d'âge mental. Et c'est un psychologue allemand, William Stern, qui propose un peu plus tard la formule mathématique définitive. Le fameux quotient. Ouais, on divise cet âge mental par l'âge chronologique réel de l'individu et on multiplie le résultat par 100. Le quotient intellectuel, le QI, est né. Mais il y a une chose qui me perturbe énormément dans toute cette histoire. Vas-y, je t'écoute. Le test de Binet, c'était un outil clinique hyper délicat, passé en tête à tête, conçu spécifiquement pour diagnostiquer et aider des enfants en difficulté scolaire. Tout à fait. Alors comment cette invention française super humaniste à la base a-t-elle muté pour devenir la machine industrielle de trim humain qui a déclenché la première grande polémique publique aux États-Unis? Ah, le grand catalyseur de cette mutation industrielle, ça a été la Première Guerre mondiale. La guerre. Quel est le rapport avec les tests scolaires? En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Ils doivent soudainement évaluer, classer et affecter des millions de jeunes recrues dans l'armée. Et tout ça en quelques mois à peine. Ah oui, un cauchemar logistique. Et là, le psychologue Robert Yerkes y voit l'occasion inespérée de prouver la valeur de sa discipline, la psychologie, à très grande échelle. Lui et son équipe développent ce qu'on appelle les tests de l'armée. Les tests alpha et bêta. Exactement. Le test alpha, c'était un examen écrit pour les recrues qui savaient lire. Mais il y a un problème. Que fait-on de ceux qui ne savent pas lire? D'où le test bêta. C'est celui qui était destiné aux analphabètes et aux millions d'immigrants fraîchement débarqués qui ne parlaient pas un mot d'anglais, n'est-ce pas? C'est ça. Le test bêta était un test prétendument purement visuel, basé sur des images, des labyrinthes à résoudre sur papier, des suites logiques de dessins. Mais c'est dingue de faire passer ça à des millions de personnes. C'était un exploit sans précédent. Près de 2 millions de soldats ont été évalués à la chaîne dans des camps militaires immenses. Sauf que, et c'est là que ça dérape complètement, le dépouillement de ces 2 millions de copies s'est transformé en un véritable désastre sur le plan politique. Les résultats s'avéraient très très problématiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Les données prétendaient montrer que l'âge mental moyen des recrues, donc des adultes, n'était évalué qu'à 13 ans. Mais le pire, c'est la hiérarchie qui en est ressortie. Les immigrants d'Europe du Sud et de l'Est, ainsi que les soldats noirs, obtenaient des scores significativement inférieurs. Et ces statistiques brutes ont été immédiatement saisies et utilisées comme des armes. En 1923, Carl Brigham publie A Study of American Intelligence. Ah oui, je l'ai vu dans les sources. Et dans ce livre, il utilise carrément ces données militaires pour affirmer publiquement la prétendue supériorité de la race nordique. Et il prône la restriction drastique de l'immigration. C'est glaçant? Même Louis Terman, qui était un psychologue très respecté et l'homme qui avait adapté le test de Binet à Stanford, lui-même s'inquiétait publiquement pour la, je cite, « qualité du plasma germinatif américain ». Bon, là encore, je me dois d'intervenir très fermement pour rappeler à notre public que nous partageons simplement le registre historique du livre. Absolument, il faut être très clair là-dessus.
Nous ne faisons que rapporter les écrits de l'époque. La science moderne a évidemment réfuté ces conclusions grotesques depuis très longtemps. Oui, il a été prouvé que ces conclusions ignoraient des biais culturels qui étaient pourtant évidents. Bah oui, imaginez un paysan sicilien arrivant à peine aux États-Unis, à qui l'on met un crayon dans la main, peut-être pour la première fois de sa vie, et à qui l'on ordonne de chronométrer la sortie d'un labyrinthe dessiné sur une feuille. Je veux dire, l'échec ne mesurait pas son cerveau ou son potentiel inné, il mesurait juste son absence d'éducation formelle. Tout à fait. Mais dans les années 20, ces théories eugénistes avaient pignon sur rue. Heureusement, il y a eu une riposte publique, la communauté intellectuelle ne s'est pas laissée faire, n'est-ce pas, Tab? Non, en effet. Le brillant journaliste Walter Lippmann a lancé une série d'attaques féroces dans le magazine The New Republic entre 22 et 23. Il n'y est pas allé de main morte. Ah ça non. Il fustigeait ce qu'il appelait le nouveau snobisme. Il dénonçait le danger absolu de croire qu'un simple exercice de 45 minutes pouvait déterminer la valeur innée d'un individu et sceller son destin pour toujours. Et la réponse de Louis Sterman à l'égard de Lippmann est d'ailleurs mémorable, tellement elle est condescendante. Il lui a répondu avec un sarcasme glaçant, lui suggérant d'aller étudier l'effet des différentes versions des contes de ma mère Loy sur le QI. En gros, tais-toi petit journaliste, laisse la vraie science aux psychologues. C'est ça, mais si nous relions cela à une perspective plus large, le vertige historique est total. Vas-y, dis-moi. L'histoire se répète de façon frappante. La bataille verbale entre Terman et Lippmann dans les années 20, qui oppose l'hérédité à l'environnement ou l'élitisme scientifique à l'égalité. Ouais. C'est exactement la même controverse que celle déclenchée par Arthur Jensen sur le campus de Berkeley dans les années 70. Ah ouais, c'est la même dynamique. Et c'est encore exactement le même débat qui se poursuit aujourd'hui, avec des organisations comme Fairtest qui militent contre les tests standardisés. Les visages changent, les noms des tests changent, mais la guerre sociétale reste la même. Ce qui m'amène à notre conclusion. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? C'est la grande question. Pourquoi décortiquer l'histoire d'Alfred Binet ou les procès de 71 ? Eh bien, pour quiconque écoute ce programme, ça a un impact direct, que ce soit pour entrer à l'université, pour décrocher un emploi ou pour placer un enfant à l'école. Ces tests, malgré tous leurs défauts évidents qu'on vient de lister, ils continuent de distribuer les ressources limitées de notre société. Et ça soulève une pensée finale assez provocatrice que j'aimerais laisser à l'auditoire. Je t'écoute. Supposons que la pression publique et légale finissent par éliminer totalement et définitivement les tests standardisés. Ce qui pourrait arriver. Par quoi allons-nous les remplacer? C'est ça la vraie question. Si on jette le test de QI, est-ce qu'on revient aux entrevues purement subjectives? Au délit de sale gueule? En recommandation personnelle ? Exactement, au népotisme pur. L'ironie tragique de toute cette histoire, c'est que la quête désespérée d'un système parfaitement juste et équitable, Ouais. elle pourrait bien nous ramener, par défaut, aux méthodes arbitraires que les pionniers des tests essayaient de fuir au départ. Pire préjugé humain. Franchement, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur du labyrinthe de la mesure de l'intelligence. C'est un sujet dense, mais super enrichissant. À très bientôt pour une nouvelle exploration.